webinaire groupe IGSFC formation continue, en partenariat avec Richard Major de l'IGRH et Edouard Gastal d'Airbus. On va avoir le plaisir aujourd'hui d'échanger autour de l'éthique en entreprise et l'impact sur les métiers de la fonction ressources humaines. On va se laisser 2-3 minutes le temps que tous nos invités arrivent, que chacun puisse tranquillement s'installer, éventuellement encore reprendre un café avant d'attaquer la dernière ligne droite de la matinée. Juste, moi, je vais en profiter pour dire 2 petits mots sur la formation continue chez IGS, une activité qui est très centrée sur l'accompagnement des collaborateurs et des managers de la fonction ressources humaines. Une offre plutôt diplômante chez IGSFC. Je crois qu'Edouard pourrait en parler aussi en tant qu'ancien alumni sur la partie, le programme IHRM il y a quelques années. Donc Bac+3, Bac+5 sur des programmes RH pour accompagner des collaborateurs et des managers en formation continue. On accompagne à peu près 500 personnes par an qui reviennent sur de la reconversion, de l'évolution, se former au métier des ressources humaines, que ce soit sur des postures de HRBP, plutôt pour ceux qui vont chercher un Master 2, que sur des postures un peu plus opérationnelles, sur des activités de formation, de recrutement, de rémunération, paye, relations sociales, sur des niveaux Bac+3 ou Bac+4. Et puis petite particularité sur cette année, en fait, on va ouvrir un nouveau programme sur un bachelor à l'attention de toutes les populations de recrutement, sur un bachelor chargé de recrutement qui va ouvrir en octobre 2024. Et on ouvre 3 certificats dits Level Up dans une approche plus professionnalisation. Un premier certificat autour de la data RH, donc comment les responsables ressources humaines et HRBP travaillent la data, l'analyse, la synthétisent et pour mieux piloter leurs actions vis-à-vis des directions d'entreprise et des managers. Un sujet autour du care management pour les RH, comment les RH prennent soin d'eux pour mieux prendre soin des collaborateurs et de l'environnement. Et puis, un sujet qui nous est cher aussi chez IGS Formation Continue, qui touche autour de l'animation du dialogue social. Voilà, donc la conviction qu'il y a un vrai dialogue à engager au-delà des instances classiques de représentation du personnel et que c'est un dialogue en continu et comment, dans le quotidien, on anime cette relation avec les partenaires sociaux. Richard, la parole est à toi. Edouard, à nouveau bienvenue sur ce webinaire. Et moi, j'aurai le plaisir, donc, en tant que directeur des activités de formation continue, d'interagir comme tout apprenant, comme toute personne qui assiste, pour vous poser aussi des questions par rapport à votre intervention. Merci encore à tous les deux. Très bien, Damien. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et merci encore, Edouard, de te prêter à notre petit exercice. On a fait un peu de préparation, ce qui nous a permis de nous retrouver. C'était bien sympa. En général, quand je vais enseigner à Toulouse, on se fait un petit repas avec Edouard. Et là, à cette occasion, ça nous permet de nous retrouver. C'est toujours un plaisir. Donc, Edouard, je vais expliquer son itinéraire un peu plus loin. Je voulais d'abord dire, pour celles et ceux qui veulent interagir, poser des questions, faire des commentaires, utilisez le chat, utilisez la conversation de Teams, puisque Adèle va pouvoir faciliter ça et quelque part, nous fournir les questions et les commentaires au fur et à mesure. Et donc, on gardera un petit moment, une quinzaine de minutes sur la fin de ce webinaire pour justement pouvoir interagir avec vous. Donc, moi, j'enseigne et les enseignants et les consultants, ils adorent avoir des slides. Donc, je vais vous faire l'honneur de partager mes slides. On ne va pas faire tout le webinaire en slides, mais en tout cas, je vais démarrer avec quelques slides. Donc, la question, effectivement, c'est mettre la pratique, l'éthique en pratique. C'est comment est-ce qu'on peut, effectivement, avec toutes les problématiques d'éthique qui se posent aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut s'assurer dans une entreprise que l'éthique soit réellement intégrée dans les comportements et non seulement dans les règles de l'entreprise. Et donc, on aura un certain nombre d'exemples qu'on pourra parcourir avec Edouard. Et je vais vous présenter nos itinéraires respectifs, l'itinéraire d'Edouard et le mien. Donc, aujourd'hui, Edouard est Senior HR Business Partner à Airbus. Il s'occupe de la famille et de la value stream. Comment on traduit ça, Edouard, le value stream? Bonjour à chaîne tous. de valeur. Donc, pour le faire simple, c'est toutes nos usines et nos chaînes d'assemblage qui fabriquent des pièces ou les avions pour l'A320 et la famille A320, donc qui
qui est notre avion le plus vendu. Et voilà, c'est toute la partie opération liée à la fabrication de l'A320. Parfait, parfait, merci. Donc, avant d'être sur ce poste, tu y es depuis le mois d'octobre, je crois, octobre ou novembre, c'est assez récent. Donc, avec 5000 personnes worldwide, et Edouard nous en parlera un petit peu en termes de supply chain, hein, ce n'est pas uniquement les opérations de montage, c'est aussi un certain nombre de co-traitants et de fournisseurs, etc. Avant ça, tu étais pendant 3 ans le DRH pour la finance d'Airbus, qui comprend 3500 personnes au niveau global. Et avant ça, en fait, chez Airbus, lorsque Thierry Baril, le PDG, le CHRO, le Chief HR Officer d'Airbus, lorsqu'il identifie des potentiels pour la RH, il les fait venir sur des postes qu'ils appellent de Executive Assistant. C'est un petit peu le chef de cabinet d'un DRH. Et donc, Edouard était le chef de cabinet du DRH d'Airbus France pendant 3 ans et demi, ce qui lui a permis d'être réellement dans toutes les perspectives politiques, opérationnelles, etc., de la RH chez Airbus. Et avant ça, il venait effectivement de l'opérationnel, puisque, vous l'avez vu, il est ingénieur de métier. Et donc, il était sur ces lignes d'assemblage de l'A320, peut-être raison pour laquelle on t'a mis maintenant sur cette ligne que tu connais si bien. Et avant ça, donc, chef de projet qualité sur ces mêmes lignes. Donc, quelle était l'année où tu as fait ton graduation de l'IHRM? L'IHRM, c'est le programme MBA exécutif de l'IGS en International HR. Donc, c'est la RH internationale, programme sur 1 an. Et toi, tu as terminé quand? C'était en 2019? Alors moi, 2020? j'ai terminé au bon moment, c'est-à-dire en janvier 2020. Voilà. Donc à 2 mois près du début du confinement, donc j'étais bien heureux de finir à ce moment-là, parce que comme Eh ça, oui. c'était une page qui se tournait et une nouvelle qui arrivait, mais une formation qui a été une des meilleures formations que j'ai pu faire jusqu'à présent, grâce à une prise de hauteur et de recul sur la situation, les enjeux au niveau global, comment positionner le rôle de RH de manière beaucoup plus stratégique et non pas juste dans l'accompagnement, hein, dans beaucoup plus moyen long terme, et ce qui me sert aujourd'hui au quotidien, hein, aussi bien dans la posture que dans les réflexions. Donc, très bonne formation pendant 1 an, intense aussi. Voilà. Richard, il faut le dire à tout le monde, tu nous filais quand même beaucoup de boulot. Donc, mais ça fait partie du jeu. Bon, effectivement, quand on fait un MBA, en principe, c'est effectivement pour ça. Donc, aujourd'hui, Senior HR Business Partner sur la 320, avec comme priorité la montée en cadence, parce que vous avez un carnet de commandes et un carnet de livraison assez incroyable. Tu m'as dit combien d'avions par mois? Alors là, on vise à 2026 75 avions par mois. Non, mais ça, ouais, enfin, moi, ça me dépasse. 75 Airbus A320 par mois, c'est... Bon, donc la montée en cadence des A320, qui inclut tout ce qui est staffing, montée en compétences pour assurer cette montée en cadence, mais aussi, tu disais, la décarbonisation, décarbonisation, c'est bien ça? C'est Non ça. pas la décarbonation. Et donc l'optimisation de l'organisation pour devenir de plus en plus effective et avec les ressources de sortir le maximum de productivité. Ouais, c'est pour ça que le webinaire d'aujourd'hui, déjà merci pour l'invitation, parce que c'est un sujet, l'éthique en entreprise, qui est un sujet très prenant et qui est un sujet important, parce qu'aujourd'hui, on voit que de plus en plus l'éthique des entreprises est questionnée de la part des clients, des fournisseurs, des investisseurs. Et aujourd'hui, nous, Richard, tu le précises, on monte en cadence, on doit livrer de plus en plus d'avions, et quid de notre éthique vis-à-vis de l'environnement, de ce qu'on appelle
la sustainability ou notre manière d'être beaucoup plus vertueux, notamment vis-à-vis de nos émissions de CO2. Et c'est en fait ce ramp-up qui nous permet d'investir dans la décarbonisation de l'aviation pour produire des avions, qui polluent moins aujourd'hui. Les avions qu'on produit aujourd'hui génèrent 20% de CO2 en moins. Et avec le renouvellement de toute la flotte qu'on vise à 2035, on va baisser nos émissions de CO2 de 46%. Et à 2050, on vise le net zéro, comme beaucoup d'entreprises. Donc c'est pour ça que c'est essentiel aujourd'hui de monter en cadence. Et c'est pour ça que le sujet de l'éthique dans toutes ses dimensions, alors on le verra après, que ce soit les dimensions individuelles ou collectives, alors il faut rester très humble, notamment sur la dimension individuelle, parce qu'on peut engager beaucoup d'éléments, mais on ne maîtrise pas ce que font tous les gens au quotidien. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir en parler. Très bien, très bien. Je continue rapidement sur l'introduction. Donc, de mon côté, ça fait 13 ans que je suis à l'IGS et heureux d'y être. J'ai été directeur du programme de l'IHRM, le programme MBA. Avant ça et pendant mon temps à l'IGS, je fais aussi du conseil et du coaching d'exécutifs dans les multinationales. J'étais 15 ans DRH dans des multinationales comme Hewlett-Packard pendant 8 ans en France et aux US dans des postes globaux, ou bien Solectron qui était une entreprise de manufacturing d'électronique. Avant ça, j'étais HRBP dans la chimie. Et avant d'aller en RH, j'étais directeur de services informatiques et de formation client dans des SS2I. Avant ça, j'étais entrepreneur en bâtiment et commerçant en outils. Donc voilà, vous savez à peu près un cursus un peu à l'américaine puisque je suis né aux US et je suis arrivé en France en tant qu'enfant. Mes domaines de recherche, c'est l'exemplarité managériale, l'éthique dans le sens très large, et c'est pour ça qu'on est sur ce sujet-là aujourd'hui, et aussi le leadership et la spiritualité. Donc, avant de rentrer dans cette conversation avec Edouard, je voudrais vous faire une petite présentation sur effectivement cette question d'éthique. Donc, les questions qu'on a posées pour ce webinaire, c'est pourquoi l'éthique en entreprise reste-t-elle un défi aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles approches qu'on pourrait avoir de cette responsabilité? Je pense qu'on va adresser ça avec Edouard. Et puis, la fonction RH, est-ce qu'elle est équipée pour s'atteler à ces nouvelles responsabilités? Donc, avant de rentrer sur cette conversation, je vais aborder les 3 types d'éthique qui existent, l'éthique déontologique, conséquentialiste et l'éthique de vertu. Donc, quel est le problème? Qu'est-ce qu'on essaye d'adresser en parlant de l'éthique? Le problème, c'est qu'il y a un nombre de personnes qui sortent des plus belles écoles, les grandes écoles françaises, les grandes écoles américaines de management, et qui, quelque part, sont impliquées dans des scandales ou dans des fraudes qui, effectivement, mettent le management et le leadership en question. Donc, on a beau avoir des codes éthiques qui permettent de cadrer quelque part le comportement et des salariés et des managers, pour autant, les comportements ont tendance naturellement à dévier. Et quand on voit, par exemple, Enron, ça date d'il y a plus de 20 ans, mais Enron était reconnu comme ayant le code éthique exemplaire des entreprises américaines. Ensuite, on a eu les subprimes en 2008, avec un certain nombre de comportements qui étaient autorisés, voire, comme dirait notre ami Jean-Marie Peretti, les systèmes qui récompensent la performance peuvent pousser au crime. Selon ce que nous, en Comp & Ben, en rémunération, on va pousser en termes de variables, peut-être que ça peut pousser les salariés ou les managers à effectivement contourner les codes éthiques et à faire des choses qui ne sont pas acceptables. Et puis, dernière en date de gros scandale, le Dieselgate de Volkswagen avec les problèmes qu'on a vus, où effectivement, il y avait un système qui était connu d'un certain nombre d'exécutifs et qui a été mis en place. Donc, on peut quand même se poser la question, avec les codes éthiques, qu'en est-il de la responsabilité individuelle? Et, in fine, l'activité managériale, qui est aussi critique dans les organisations, impacte la société, nous impacte tous, puisque les entreprises ont un impact majeur sur la société.
Donc, nos 3 éthiques philosophiques, on ne va pas avoir beaucoup de slides, hein, je vais y aller assez rapidement. On a l'éthique déontologique. L'éthique déontologique, c'est la loi, c'est le code de la route, c'est les règlements, c'est le code du bon manager, le code éthique de l'entreprise, etc. On établit des règles et puis ensuite, on y souscrit. Effectivement, il nous paraît naturel de nous arrêter à un feu rouge. C'est ce qui permet à la société de fonctionner dans la circulation, d'effectivement pouvoir connaître à l'avance ce que d'autres feront et ce que nous, on doit faire. Donc, extrêmement important pour vivre en société. Une éthique conséquentialiste, en fait, on mesure la valeur éthique d'une action à ses conséquences. Donc, vous avez là l'image de quelqu'un qui va devoir décider si le tramway écrase une personne ou 4 personnes. C'est assez horrible comme image, 5 personnes. C'est assez horrible comme image, mais in fine, ça veut dire c'est quelque part la fin qui va justifier les moyens. Donc, on peut se poser la question en RH, lorsqu'on doit fermer un site, lorsqu'on doit licencier des centaines ou des milliers de personnes, est-ce que effectivement c'est éthique? Est-ce que ces licenciements-là ou ces fermetures-là vont permettre effectivement de sauver tout un volume d'emplois qui autrement auraient pu être licenciés? Donc, vous avez la finalité qui va définir si l'action, elle est juste ou si elle n'est pas juste. Enfin, il y a l'éthique de vertu, qui est plutôt le domaine sur lequel moi je travaille, qui est le développement du discernement individuel, de la capacité de chacun à effectivement avoir une perspective claire sur ce qu'il est bon de faire, ce qu'il n'est pas bon de faire, et surtout qui va aligner ses actions sur ses principes. Donc, ça vient du terme latin vertus, la racine vir, on trouve virilité, donc quelque part cette énergie morale, une force d'âme, que de leur côté, les philosophes grecs parlaient plutôt d'excellence que de force, hein, c'est-à-dire rechercher vraiment l'excellence. Donc, capacité à mener une vie morale qui soit bénéfique et pour soi et pour la société. On voit aussi que la vertu est vue comme un point d'équilibre et de modération entre 2 extrêmes. Par exemple, vous allez avoir quelqu'un qui est lâche, donc qui manque de courage, ou quelqu'un qui est téméraire, qui a un excès de courage. Et le juste milieu, ça va être effectivement la bravoure, qui va être entre la lâcheté et la témérité. Donc, j'en termine sur l'éthique des vertus. C'est basé sur les qualités intérieures, qui inclut non seulement la pensée, la cognition, mais qui inclut l'intention. Quelle est l'intention que l'on a lorsqu'on met une action en œuvre? Quelle est l'émotion? Quelle est la motivation? Et bien sûr, quelle est l'action elle-même? Donc, la vertu concerne autant le savoir-être que le savoir-faire. Et c'est là que c'est important dans tout ce qui est développement de comportement éthique. Pour finir, je vais vous citer, que je retrouve ma souris, un alumni de l'IGS, qui est M. Souniac, qui est le Chief HR Executive de Forestia, devenu Forvia récemment. Donc, voilà ce que dit Jean-Pierre. Il dit, en raison de la rapidité du changement et de la complexité des affaires d'aujourd'hui, parce que nous, en tant qu'exécutif, en tant que direction, on ne peut pas écrire les règles pour chaque situation à laquelle les collaborateurs et les managers sont confrontés. Donc, Forestia, c'était en 2014, doit passer d'une entreprise axée sur les processus à une entreprise orientée vers les personnes. Nos collaborateurs doivent être capables de prendre des décisions fondées sur leur connaissance de ce qui est bien ou mal, et surtout sur leur capacité personnelle à juger une situation donnée. Donc là, il parle vraiment du discernement, de cette capacité de reconnaître quelle est l'action juste. Voilà, j'en termine avec donc cette introduction et nous en venons à Édouard et à Airbus. Donc, Édouard, dans tes 12 années passées chez Airbus, quelles sont les évolutions peut-être plus récentes que tu as pu remarquer, que tu as pu observer depuis ton point de mire RH, qui est quand même assez transverse, assez global, sur l'évolution de l'éthique à Airbus?
Est-ce que tu as des exemples? Est-ce qu'il s'est passé des événements qui ont permis effectivement des prises de conscience, une évolution de la politique et des comportements éthiques? Alors, Richard, tu le précisais, je pense que l'éthique en entreprise, et comme le disait le DRH de Forestia, c'est aussi avant tout un changement culturel dans les entreprises. Changement culturel qui s'opère soit par la bonne volonté du top management, soit parce qu'il y a un événement déclencheur. Chez nous, chez Airbus, ça a été l'événement déclencheur. On a eu fin des années 2010 des enquêtes et des audits qui ont révélé que d'un point de vue commercial, on payait certains intermédiaires pour obtenir des marchés, notamment sur la partie Asie-Pacifique. Pratique qui est bien évidemment interdite. Donc, c'est suite à ça où on est rentré dans des affaires et des dossiers d'éthique et de conformité. Chose qui nous a amené à une évolution sur les 10 dernières années. Et pour vous dire, c'est un long chemin, puisqu'on est sorti de la phase de surveillance, on va dire, qu'en milieu d'année dernière. Donc, vous voyez, de 2010 à 2023. Donc, après, le rôle des RH là-dedans est un rôle essentiel et qui s'applique sur les 3 types d'éthique que tu mentionnais, Richard, que ça soit aussi bien sur la partie déontologie, là, c'est les processus, et les RH ont un rôle à jouer de l'accueil des nouveaux arrivants dans l'entreprise pour leur préciser quelles sont les règles attendues dans le cadre de fonctionnement au quotidien, aussi bien en passant par la formation, par la formation des employés, des managers, sur le rôle et les responsabilités qu'ils ont tous à jouer dans ce comportement éthique, jusqu'à la mise en place de certains processus pour favoriser le dialogue, prévenir le harcèlement, gérer le harcèlement aussi, parce que ça existe dans les entreprises, on est comme dans la vie de tous les jours, hein. Donc il faut qu'on agisse là-dessus. Donc les rôles du RH sont très importants sur la partie déontologique, sur la partie aussi conséquentialiste, puisque là, le rôle, c'est d'aider et d'être des RH stratégiques vis-à-vis des dirigeants pour la prise de décision. Des décisions qui sont business et qui sont parfois des décisions dures qui doivent être assumées et prises par la fonction RH pour la survie des entreprises, parce que c'est de ça dont on parle. Quand on parle de plan de départ volontaire, quand on parle de plan de licenciement, c'est jamais un événement heureux, mais ça fait partie de la vie d'un RH à un moment donné à accompagner. Et c'est là où notre posture doit être dans l'accompagnement et à l'aide à la prise de décision. Édouard, je t'interromps une seconde. Du coup, j'imagine qu'il doit y avoir des exemples dans les deux sens. Exemples où effectivement on a pu... Excusez-moi, je fais marche arrière 2 secondes. Donc, dans cette éthique conséquentialiste, on pourrait se dire, finalement, la fin justifie le moyen à tout prix. Or, donc, la question, c'est est-ce que la fin a été bien jaugée? Est-ce qu'elle a été bien établie? Et quand on dit, il va falloir fermer une usine pour en sauver une autre ou pour sauver une entité de business, c'est donc en connaissance de cause. On suppose. Parce que sinon, c'est un peu facile. J'ai un exemple très concret là-dessus, Richard. C'est un de mes anciens collègues qui était donc le Chief Financial Officer, donc le responsable de la finance d'une grosse PME en Allemagne. En arrivant sur son poste, il fait un statut financier de l'entreprise et il va voir le PDG de l'entreprise, c'était une entreprise familiale, et il lui dit « Tu es obligé de fermer l'usine dans ce village-là ». Le PDG lui dit « Quoi qu'il en soit, je ne fermerai jamais cette usine-là parce que moi, je dois aller faire ma retraite dans ce village-là et je ne pourrai pas marcher la tête haute dans le village, sachant que j'ai fermé une usine qui emploie plusieurs centaines de personnes. » La recommandation était de fermer cette usine pour ne pas fermer les autres. 1 an après, il n'en a pas fermé une, mais il en a fermé 2.
les 2 usines qu'il avait. Donc là, c'est là où l'éthique conséquentialiste prend tout son sens, c'est-à-dire il y a des fois, il y a des choix à faire pour ne pas mettre en péril la survie de l'entreprise. Et ça arrive sur la 3e dimension, et qui est la dimension la plus dure, sur l'éthique de vertu, qui est sur la partie, j'ai envie de dire, soft skills. Est-ce que chaque individu est prêt à accompagner une situation qui peut être dure d'un point de vue social? Moi, j'ai eu des passages à vide quand, à la sortie du MBA, en janvier 2020, 2 mois après, il fallait que je travaille et j'étais bien impliqué à la manœuvre sur le plan de redéploiement et le plan de départ volontaire qu'on avait mis en place chez Airbus pour faire face à la crise. Et là, la première fois où j'ai écrit les chiffres et le volume qui concernait plus de 4000 personnes, je suis rentré chez moi, je ne dormais pas bien. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est en ligne avec tes valeurs, ce que tu es en train de faire? Excuse-moi une seconde. Je veux juste rappeler que quand tu parles de la crise, pour ceux et celles qui ne sont pas trop en contact avec le monde aéronautique, ça a été terrible, quoi, hein. Les confinements, l'arrêt des voyages, etc., a été totalement dévastateur dans beaucoup d'entreprises aéronautiques. Donc, tu disais effectivement, il y a le rationnel de ce qu'il faut faire, il y a l'émotionnel, c'est comment moi je me sens par rapport à mon rôle en RH de devoir mettre ça en œuvre et même d'aligner les chiffres. Et puis, il y a un côté au-delà de l'émotionnel qui est, est-ce que c'est en accord avec qui je suis? C'est ça. Et là, c'est un travail qui est plus long, et là où les RH sont concernés et impliqués. On est concerné en tant qu'employé, et on est comme tous les autres, et on est aussi impliqué en faisant partie de l'équipe de direction sur les choix et les orientations stratégiques que doit prendre l'entreprise. Et c'est là où il faut arriver à avoir le discernement juste par rapport à tout ça. Et c'est là où ça demande énormément de travail, et c'est là où on demande aussi énormément de travail à toutes les personnes dans l'entreprise pour arriver à faire la distinction entre les différentes situations. Oui, et ça me rappelle un petit peu quand j'ai fermé une division en Californie chez Hewlett-Packard, où effectivement, il n'y avait pas le choix. On fusionnait avec Compaq et c'était la division de Compaq qui avait le business, et nous, on devait leur laisser notre business, donc 750 personnes. Et la question, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose en tant que DRH de difficile, qui soit peut-être pas en accord total avec nos valeurs, parce qu'on ne devient pas DRH pour licencier des gens, mais qui, quelque part, est justifié par une logique business. Et donc, il y a le quoi, il y a le ce que l'on doit faire, et après, il y a le comment on le fait. Et à mon avis, c'est là qu'on peut vivre ces valeurs à travers quelle attitude on a, comment est-ce qu'on se comporte envers les personnes qui vont être licenciées, dont les postes vont être supprimés, quelles sont les politiques, évidemment, qu'on met en place, etc. Donc, oui, vas-y. J'ai un exemple qui est aussi une situation qui peut paraître compliquée d'un point de vue éthique, mais qui au final est bénéfique pour l'entreprise, et où tout le monde est retombé un peu sur des éléments positifs et concrets. Il y a maintenant 3 ans de ça, j'ai participé à l'ouverture d'une des filiales qui est Airbus Portugal, qu'on a créé à Lisbonne, pour justement avoir un centre de services partagé sur des activités qui étaient de nature, on va dire, transactionnelle, et qui nous permettaient d'avoir beaucoup plus d'efficience au niveau de toutes nos fonctions, et pour mettre tout le monde dans la même pièce, entre guillemets, c'était beaucoup plus à valeur ajoutée pour nous de le mettre à Lisbonne, puisqu'on avait le pool de candidats pour le faire et l'environnement qui était compétitif d'un point de vue université, profil. Donc, on y a été. Alors, en France et en Allemagne, en Espagne et en Angleterre, ça s'est traduit par le redéploiement d'environ 250 personnes dans mon périmètre, mais à qui on a retrouvé un emploi. On les a reformés. On les a accompagnés dans un nouveau projet professionnel, alors qu'on exportait leur travail et leurs activités du quotidien à Lisbonne. Et
au final, ça a été quelque chose qui a été au début très compliqué pour accompagner ces personnes, mais au final, on a été beaucoup plus vite que prévu et les gens s'y sont retrouvés, puisque c'est un nouvel accompagnement de carrière, c'est un nouveau départ. Et c'est ça aussi l'éthique que tu mentionnais, Richard, dans le comment on exécute le plan d'action. Il est surtout là-dessus, parce qu'on aurait pu le faire de manière beaucoup plus brutale, beaucoup plus dure, ce qui n'a pas été le choix, ce qui n'est pas le choix dans notre entreprise à chaque fois. On essaie d'accompagner au mieux les salariés, et c'est ce qu'on a pu faire au travers de ces redéploiements. Alors, tu parlais des différents dispositifs, des différents programmes que vous aviez chez Airbus pour quelque part instiller cette prise de conscience de ce qui est éthique ou qui n'est pas éthique. Est-ce que tu pourrais me dire un ou deux de ces dispositifs que tu trouves les plus pertinents en termes d'accompagnement, en termes de... Tu parlais de changement culturel, j'imagine c'est pas en mettant des affiches sur le code éthique au mur qu'on change la culture. Tu es emmué là. Les employés attendent au-delà des discours des faits et des actions. Parce que c'est bien beau de dire qu'on veut devenir une entreprise éthique et qu'on souhaite que le comportement de tous les employés soit éthique dans l'entreprise. C'est beau de le dire, mais c'est encore mieux de le faire. Donc, c'est là où, si je dois prendre un top 3 des processus qu'on a pu mettre en place côté RH et qui sont poussés et qui ont de l'impact aujourd'hui, le premier, ça a été d'encourager les gens à s'exprimer quand ils rencontraient des situations non éthiques. Alors, ça peut être sur du partage de données, ça peut être en lien avec la protection des données individuelles, ça peut être sur des cas de harcèlement au travail. Et donc, on voit qu'on a mis en place un dispositif qui peut être anonyme ou pas, selon la volonté de la personne, mais elle peut s'exprimer sur ce qu'on a appelé une open line, c'est un peu un numéro vert sur lequel les gens peuvent appeler pour décrire la situation qu'ils sont en train de vivre. Mon chef me harcèle, mon collègue me harcèle, et on voit que d'avoir permis un outil, d'avoir mis en place un outil qui permet aux gens de s'exprimer, a été un moyen aussi de révéler des situations, ce qui nous a permis d'avancer. Donc, laisser les gens s'exprimer. Et après, prendre en considération toutes les alertes qui sont remontées et communiquer autour de ce processus-là et communiquer aussi sur les conséquences qui ont pu être prises suite aux enquêtes qui ont été mises en place. Ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire que d'une fois que les gens ont déclaré, il faut enquêter, il faut le traiter. Et donc, nous, on a quand même un accroissement des alertes de l'ordre de 30% tous les ans, ce qui est quand même assez conséquent. Mais ce qui montre, in fine, que les gens se sentent en sécurité pour parler de leur situation personnelle ou des situations collectives qu'ils rencontrent. Donc, l'accroissement de 30%, c'est un peu la question, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de cas maintenant qu'avant, ou est-ce que c'est qu'avant, les gens ne parlaient pas et maintenant ils parlent? Ça, on n'a pas encore la réponse. Il faut être très honnête là-dessus. Le deuxième dispositif, donc, c'est les traitements des enquêtes que l'on fait et de communiquer sur les actes qui ont été et les mesures qui ont été prises. C'est aussi ça qui est important et c'est ce que les personnes attendent parce qu'il y en va de la crédibilité du process derrière. C'est-à-dire s'il y a des cas avérés de problématiques sur l'éthique ou la conformité, si on ne fait rien, les gens vont dire bon, ça ne sert à rien que je le déclare, de toute façon, il ne se passe jamais rien derrière. Donc c'est là aussi où il y a une certaine crédibilité de la fonction RH à avoir sur le traitement et la communication de ces sujets-là. Et dans la fonction RH, il y a beaucoup de tabous. Alors, ça reste un peu une boîte noire. On ne parle pas de ce qu'on fait. On ne parle pas des résultats des actions qui ont été mises en place, de l'impact business. Il faut communiquer là-dessus et arrêter de se dire ça, je ne peux pas en parler. Non, je pense qu'on peut parler de tout. Il faut juste le faire de manière appropriée. Et on publie aujourd'hui ce qu'on appelle des cold cases, c'est-à-dire des cas qui ont été traités, anonymisés, pour montrer aux gens que ça s'est passé, oui, mais on a agi en conséquence. Et après, il y a un axe qui est beaucoup plus sur le long terme, qui est un axe de formation.
Donc là, on a mis en place des formations obligatoires, des formations en ligne, type e-learning, des formations en présentiel, des dispositifs de formation en équipe pour que les équipes et les managers puissent en parler de manière ouverte avec leurs équipes. Oui, sur ce sujet, vous avez des genres de packages pour les Team Talks, c'est ça? Oui. Et du coup, parce que c'est une logique assez intéressante, ça veut dire que c'est pas juste une information descendante ou en ligne ou en présentiel, mais il y a quelque part création d'une conversation, d'un dialogue autour du sujet. Tu peux en dire 2 mots? Dans un premier temps, on est arrivé aujourd'hui à un niveau de maturité où on peut proposer aux managers de déployer ces conversations en équipe avec des kits qu'on a déjà préfabriqués sur des situations qu'ils peuvent rencontrer pour que l'équipe en échange. Mais avant, il a fallu qu'on passe sur une phase de formation des managers. Ouais. Et aujourd'hui, on est à la phase où tous les ans, on demande aux managers de déployer à minima 2 Team Talk, donc 2 conversations en équipe. Alors ça peut être une demi-heure, hein, mais c'est un moment dans l'année où on va dire, mais tiens, on va prendre un cas de harcèlement ou un cas de non-respect des règles sur les protections des données, sur le respect des gens. Et ces formations et ces dialogues, c'est important parce qu'aujourd'hui, ça permet de faire la distinction entre une vraie problématique éthique et une sensibilité aux attitudes de management, j'ai envie de dire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah, mais je suis harcelé. » D'accord, expliquez-moi pourquoi vous êtes harcelé. Mon chef m'a donné des objectifs, il faut que je les remplisse pour la semaine prochaine, il faut que je... Des fois, la frontière est mince, mais des fois, il faut aussi rappeler aux gens qui sont aussi là pour avoir des tâches, ils ont des rôles et des responsabilités à tenir, et ce n'est pas parce qu'un manager leur dit de faire leur travail qu'on est sur une problématique de harcèlement. Ouais. Donc, ça permet aussi de recentrer le débat sur les réelles problématiques. Parce que tu vois, à mon avis, tu as suivi mon cours sur la conduite du changement et du coup, il y a le top-down et le top-down, c'est important, ça donne la voix, ça met en place les processus, les politiques, etc. Mais le bottom-up, c'est quand même le bottom-up où les gens s'approprient un sujet. Et sur cette notion d'éthique, il me semble que ces team talks, si les managers ont un bon niveau de maturité, ils vont permettre l'expression, ils vont faire réfléchir, ils vont pas juste dire voilà ce qui est bon, voilà ce qui est pas bon. C'est pas de la formation, c'est vraiment du dialogue. Mais Non, je mais c'est veux. essentiel. C'est essentiel d'embarquer le middle management, puisque toute cette partie middle management et first line management, c'est le cœur du succès, j'ai envie de dire, sur la mise en place de ces démarches éthiques au travers de la fonction RH. Est-ce que tu peux nous en dire plus, puisqu'on est sur le middle management, sur, à ton avis, ce côté soft skills et plutôt capacité à interagir, à le savoir-être quelque part, qui rentre en ligne de compte dans un comportement éthique. Euh, on n'est pas obligé de partir sur des exemples, mais juste comment toi tu vois ça. Là, il nous reste à peu près 5-10 minutes. Donc après, on va aborder un petit peu la responsabilité plus étendue de l'entreprise par rapport à la supply chain, par rapport aux partenaires, etc., qui est aussi une responsabilité éthique. Mais avant d'en arriver là, comment toi tu vois cette importance du savoir-être finalement dans cette question? Alors, pour moi, il y a 2 points. Le premier point est sur le savoir-être. Je pense qu'une grande majorité des grandes entreprises, et on a le luxe d'en bénéficier, donc c'est pour ça que je le dis encore une fois avec beaucoup d'humilité, parce que je sais que ce n'est pas le cas partout, mais on a ce qu'on appelle un modèle de leadership qui a été émis, dans lesquels les valeurs de l'entreprise sont répétées, et cette partie éthique et comportement éthique de la part de tous les leaders dans l'entreprise, ça fait partie des critères. Donc ça, c'est un des éléments, pour donner juste un exemple, mais c'est la manière pour nous aussi de cadrer la feuille de route sur les comportements attendus. Et le deuxième élément que je voudrais préciser, Richard, c'est, tu dis sur les comportements, et là je vais revenir sur la posture du RH en tant que tel.
Je pense que la fonction RH, dans l'entreprise aujourd'hui, doit jouer un rôle beaucoup plus prégnant sur la partie accompagnement des dirigeants. Je pense qu'il faut s'imposer. Il ne faut pas hésiter à y aller, à donner des conseils, des axes de réflexion et être beaucoup plus assertif avec les dirigeants, parce qu'on est censé avoir une vision quand même orientée par rapport aux bienfaits qu'on peut apporter sur les employés. Et il ne faut pas qu'on se cantonne en tant qu'RH à un rôle administratif, si je peux Processus, caricaturer. ouais. Processus et administratif. Mhm. Aujourd'hui, dans tous les rôles que moi j'ai pu avoir, et c'est ce que j'essaie d'appliquer à mon niveau, j'essaie d'être le plus stratégique possible par mon positionnement et je n'hésite pas à sortir de ma zone de responsabilité. Mais du coup, quand tu parlais de développer plus d'assertivité de la fonction RH, j'imagine c'est pas genre la RH gardien du seuil et attention, il faut pas faire ci, on n'est pas la police, quoi. Et du coup, Non, parce que quand on parlait pour préparer ce webinaire, tu me disais en fait que toi, ton approche, c'était par du questionnement. ouais. C'est beaucoup plus par du coaching. Moi, je suis très mal placé pour aller expliquer alors surtout sur mon ancien rôle, parce qu'aujourd'hui, je sais un peu ce qui se passe dans toutes les équipes pour y avoir été pendant 6-7 ans avant, mais dans mon ancien rôle au niveau de la finance, ma crédibilité vis-à-vis des responsables de la finance d'Airbus sur la manière dont ils gèrent les flux de trésorerie ou autres, elle était assez limitée. Mais je n'avais pas la crédibilité technique. Mais à minima, je pouvais leur permettre de relever la tête et de sortir le nez du guidon avec des questions qui pouvaient paraître basiques, qui pouvaient paraître en dehors de mon champ de compétences, mais qui au final amenaient une réflexion assez intéressante pour eux. J'ai un exemple sur la gestion de notre, on va dire, performance et la manière dont on voulait communiquer sur les résultats de cash et EBIT qui étaient émis par l'entreprise il y a 2 ans. Tous les financiers autour de la table étaient super contents. Et moi, je leur ai posé la question qui fâchait. Je leur ai dit oui, les résultats sont bons, mais par rapport à ce qu'on avait annoncé, la fiabilité de notre bilan prévisionnel n'est pas bonne. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors là, tous, ils ont dit, mais attends, pourquoi tu nous poses cette question? Je vous pose cette question tout simplement parce que tous les gens vont se la poser. Vous êtes très content parce que vous faites peut-être 1 milliard de plus sur du cash, mais en attendant, votre prévision, c'était d'être 1 milliard en dessous. Donc, quid de votre capacité à faire des prévisions justes? Et c'est là où ça a permis de travailler derrière. Donc, c'était en dehors de mon champ de compétences, Voilà. mais ça ne m'empêche pas de poser des questions et d'avoir une posture beaucoup plus stratégique et dans l'accompagnement vis-à-vis d'eux. Voilà. Qui a permis d'établir des lignes de communication très claires sur ce point-là au final, et en effet, c'était ce que tout le monde attendait. Voilà, donc finalement, ton questionnement était pour eux à valeur ajoutée, puisque c'était quelque part un point mort, comme on dit en anglais, un blind spot, quelque chose qu'ils ne voyaient pas, parce qu'ils se congratulaient des bons résultats. Et donc, avoir quelqu'un qui puisse quelque part se faire l'avocat du diable et poser les bonnes questions, ne serait-ce que ça, ben, ça apporte de la valeur ajoutée à l'équipe, même si on n'est pas du tout sur un sujet RH. Mais ce positionnement que tu as pris était réellement un positionnement d'un conseiller stratégique qui regarde, qui observe et qui peut justement non pas assertir, vous devrez faire ça, vous devrez faire ça, mais poser la question. Alors, on va en arriver quelque part. Là, on a parlé de cette responsabilité RH de sortir un petit peu de nos processus et des limites qui sont souvent auto-imposées, on est d'accord. Souvent, on s'auto-impose des limites quant à tu parlais tout à l'heure de la communication, est-ce qu'on communique suffisamment, etc. Mais aussi par rapport à notre posture elle-même qui a tendance à être, comment dire, confirmé dans le oui, ben, vous n'êtes pas vraiment au cœur du business et oui, la RH, restez dans votre précaré RH et ne venez pas nous embêter.
Donc là, effectivement, je pense que tu as montré de bons exemples sur comment est-ce qu'on peut sortir de ce rôle limitant. Maintenant, l'éthique, tu m'as dit, oui, mais l'éthique, c'est pas seulement personnel, c'est pas seulement collectif au sein de l'entreprise, il y a aussi une éthique en termes de ben, qu'est-ce que l'entreprise apporte à la société. Et donc, je trouvais intéressant ce glissement ou cette inclusion d'une vision beaucoup plus large de l'éthique. Et du coup, pour Airbus, c'est quoi cette participation à la société? Comment ça se traduit d'un point de vue éthique? Alors, nous, sur l'éthique, la trajectoire qu'on veut prendre, c'est vraiment, comme on le disait dans l'introduction, sur la décarbonisation du transport aérien. Aujourd'hui, le transport aérien, c'est 2% des émissions de CO2 dans le monde. Boeing en a 1%, nous on en a 1%, si je fais court. C'est comment on fait pour réduire ce 1% encore. Parce que le monde aura toujours besoin d'être connecté les uns aux autres. On aura toujours besoin de se connecter. Et on le voit aujourd'hui dans tous les business que l'on mène, on est complètement connectés les uns aux autres. On a la crise et les agriculteurs dans la rue aujourd'hui. Quand on voit ce qu'on produit en agriculture, ce qu'on importe et ce qu'on exporte, on voit bien qu'on a besoin d'être connecté. Ou alors il y a des changements beaucoup plus structurels à engager. Et donc nous, c'est d'essayer de continuer à travailler sur cette connexion, mais en réduisant nos émissions de CO2. Il est là notre vertu, parce qu'on est aussi un employeur et on veut pérenniser l'emploi dans les différents bassins d'emploi que sont les nôtres. Alors, sur Toulouse, il y a un gros bassin, sur Paris, sur l'Allemagne, sur l'Espagne, sur l'Angleterre, et maintenant encore plus en Chine et encore plus aux États-Unis pour servir des marchés locaux. Mais il faut qu'on continue cette route-là. C'est la route éthique aujourd'hui qu'on s'impose et sur laquelle on veut aller. Donc, attends, d'un côté, en introduction, on a dit que ta priorité, c'est les ramp-up, c'est donc l'accroissement de la capacité de delivery de la production d'appareils. De notre côté, la décarbonisation, c'est un peu paradoxal le truc là, oui, oui. C'est pas paradoxal, c'est interdépendant. Alors je ne vais pas jouer sur les mots, mais aujourd'hui, plus on livre d'avions, les avions qu'on livre aujourd'hui, comme je le disais, ils sont moins polluants que les avions qu'on livrait il y a 20 ans. Donc en gros, on remet sur le marché des avions qui polluent moins. Et le fait de livrer avec le plan qu'on a jusqu'à 2035, rien qu'en mettant des nouveaux avions sur le marché, parce qu'on renouvelle la flotte, c'est-à-dire que les anciens avions, on les enlève du marché, ça nous permet de baisser nos émissions de l'ordre de 46%. Et après, l'argent que l'on encaisse grâce à ces ventes et à ces livraisons nous permet de développer des nouvelles technologies, de travailler sur des plans technologiques pour de l'hydrogène, de l'électrique à l'avenir. Et là, notre éthique veut que notre rôle et notre responsabilité n'est pas juste d'être un avionneur, c'est d'amener l'intégralité de notre supply chain et de l'environnement qui va autour à avancer. Sur l'hydrogène, on a tout un tas de partenariats avec les aéroports, avec les fabricants de carburant ou autres pour essayer de développer des technologies. Et là, aujourd'hui, une grande majorité de nos avions vont voler avec des fuels synthétiques qui sont des fuels qui consomment et qui rejettent beaucoup moins de carburant aussi. Donc, il y a cet aspect-là, et là, j'ai envie de dire, si on regarde l'avenir, et si on regarde aussi aujourd'hui, notre éthique, c'est de s'assurer que dans notre supply chain, dans tous nos fournisseurs, eux aussi suivent des comportements éthiques. Le but n'est pas de refaire l'affaire Nike, qui avait eu lieu il y a quelques années, où on s'apercevait que les gens qui travaillaient dans le fournisseur pouvaient ne pas être en lien avec les droits et les human rights. Donc, il faut qu'on avance là-dessus. Super, Et c'est ce qu'on super. fait.
Je Quel vois qu'il y a des exemple? questions dans le chat, Voilà, Richard, hein, voilà, on va qu'on soit en laisser quand capacité même d'y la répondre. parole à nos collègues en ligne. Désolé de prendre autant de temps, mais c'est vrai que c'est vraiment passionnant. C'est intéressant de t'entendre avec les exemples que tu as de chez Airbus. Adèle, est-ce qu'il y a des questions spécifiques que tu nous vois? Oui, tout à fait. Il y a une question par rapport à la formation. Concernant l'éthique, est-ce que les formations éthiques à destination des employés et des managers sont des formations internes ou réalisées par des sociétés externes de formation? S'agit-il de formations standards ou sur mesure? Quel est le rôle des RH dans la préparation des contenus de ces formations? Et quelles seraient vos recommandations quant au contenu de ces formations? Hmm. Alors, je vais essayer de faire simple et merci beaucoup pour la question. C'est une très bonne question, une question qu'on s'est posée pendant longtemps dans la fonction RH, pour être honnête, parce qu'on ne savait pas trop par où attraper le bout. Alors, ces formations, dans un premier temps, on a bien évidemment dû être accompagné par des gens qui étaient plus spécialisés que nous dans ce domaine-là, pour nous donner des grandes orientations. Après, on a déployé beaucoup de formations en interne, et c'est des formations qu'on a fait sur mesure. Sur mesure en fonction des situations qu'on voulait adresser. Parce qu'on n'adresse pas une formation sur la protection des données et notre conformité aux règles de GDPR, de protection de la data, comme on adresse un cas de prévention de harcèlement. Donc, on a des formations qui sont sur mesure en fonction des sujets que l'on veut traiter. Et il n'y a pas besoin de couvrir 150 000 sujets. Hein. Il faut juste couvrir les sujets qui font le quotidien de l'entreprise et de l'environnement dans lequel on évolue. Et donc, généralement, si on fait le tour, on s'aperçoit qu'il y a 3-4 sujets qui reviennent de manière permanente. Donc, c'est cela qu'on a voulu adresser. Le rôle des RH, les RH ont été impliqués dans toutes les créations de contenu de ces formations. Pourquoi? Pour donner un avis et aussi un retour, en tant qu'employé et en tant que RH, sur le déploiement des contenus et sur la création du contenu. En gros, est-ce que le contenu est adapté à la situation et aux employés? Est-ce que l'impact va être là? Oui ou non? Donc, on a été vraiment très impliqués là-dedans. Et puis, une autre question. Il est bien de Gaël, merci Gaël, il est bien de mettre en service des avions qui émettent moins, mais qu'en est-il des avions qui sont mis hors service et le recyclage de ces avions? Un peu le même débat pour moi, qui savoir si on jette sa vieille voiture pour en prendre une récente qui consomme moins, y a-t-il un vrai gain en termes d'émissions entre le neuf et le recyclage? Et alors Gaël, c'est une super question et c'est une question qui me passionne. Parce qu'aujourd'hui, justement, quand on regarde le cycle et notre responsabilité en tant que fabricant d'avions, il faut qu'on soit capable d'agir du début de la fabrication jusqu'au cycle, jusqu'à la fin de vie. La fin de vie de l'avion, c'est quelque chose, on ne se préoccupait pas beaucoup jusqu'à il y a 5-6 ans, on va dire. Parce que le cycle de vie d'un avion est d'environ 30 à 40 ans. On est monté en cadence et on a commencé à livrer des premiers avions, on va dire, de manière conséquente, fin des années 90. Donc, en gros, là, on est en train d'arriver à la fin de vie de ces avions. Et justement, on a mis en place des structures, et en France notamment, il y a une structure à Pau qui s'appelle Tarmac, qui est une filiale d'Airbus qu'on a mis en place pour justement gérer le recyclage complet d'un avion. Et on est en train de déployer de plus en plus ce modèle-là, parce que c'est un modèle qui s'étend aujourd'hui sur l'Europe, mais qu'on est en train de déployer aussi en mode un peu satellite pour justement être prêt à récupérer tous ces avions et à les recycler. Un avion, c'est majoritairement de l'aluminium, et des matières aluminium, titane ou autres qui peuvent se recycler de manière très bien et qu'on réinjecte dans nos circuits de production ultérieurement. Et Donc Edouard, oui, il faut aussi parler du rétrofitting, parce que vous faites quand même du rétrofitting d'avions dont la carlingue, dont la structure aéronautique est bonne, et vous changez les turbines pour mettre des turbines qui effectivement consomment moins, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des objectifs. C'est-à-dire qu'on désinstalle les moteurs actuels qui sont des moteurs d'ancienne génération pour mettre des moteurs de nouvelle génération. Oui. Édouard et Richard, on approche de la fin de notre webinaire. Moi, j'avais une question autour de l'éthique des collaborateurs de la fonction RH. Est-ce que finalement, quand on embrasse la fonction ressources humaines, quand on évolue dans la fonction ressources humaines, de par le positionnement de la fonction au sein de l'entreprise, on se doit d'avoir une éthique personnelle plus importante que quand on travaille dans d'autres fonctions d'entreprise où votre parti pris, c'est de dire que quelle que soit la fonction dans laquelle on travaille, la ligne de production dans laquelle on est, le niveau d'éthique doit être le même, quelle que soit la fonction. Ou en tout cas, est-ce que la fonction ressources humaines, par elle-même, génère un peu plus d'éthique que d'autres quand on s'embarque dans cette fonction-là? Richard, si tu veux, je te laisse répondre. Eh ben, J'ai mon avis sur le sujet. La question s'est posée quand j'ai fait ma recherche doctorale sur l'exemplarité. Et à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, l'exemplarité, ça nous concerne, la RH. Est-ce qu'il faut être plus royaliste que le roi? Ben oui, quelque part. C'est pas qu'on veut être parfait, hein, l'exemplarité, c'est pas la perfection. Mais c'est clair que si on veut instiller une notion d'éthique dans l'entreprise, la fonction RH est certainement un des acteurs qui doit participer à ça. Et si effectivement, d'un côté, on tchatche et de l'autre côté, on agit différemment, ben, ça va être très visible et du coup, ça va complètement déterrer ou en tout cas saboter l'action que l'on veut mettre en place. Donc, la première chose, c'est d'être au moins en alignement, de faire ce que l'on dit et effectivement de montrer un exemple positif dans ce sens-là. Édouard, à toi. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il faut il faut que tout le monde le soit, mais nous en particulier, parce qu'après, on a vite la tendance à être regardé de plus près par certains de nos collaborateurs en disant c'est celui qui fait les règles qui ne les applique pas. Par exemple, sur le temps de travail, moi j'avais des très mauvaises habitudes à une époque, qui était de travailler aussi le week-end et j'envoyais des mails à certains de mes collaborateurs. Ce n'était pas pour qu'ils me répondent, c'était juste parce que moi j'avais besoin de ce temps-là et qui n'était pas un temps où je me forçais, c'est parce que c'était dans mon habitude de travail. Mais l'impact sur eux, c'était tu nous renvoies le message que nous, on ne travaille peut-être pas assez, alors que ce n'était pas du tout mon message. Et deux, tu es le premier à nous dire à 5h30, 6h, il faut sortir du bureau au plus tard, mais toi, tu ne le fais pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut être aligné avec ce qu'on dit. Et il faut arriver à trouver la bonne posture. Mais moi, je pense, Damien, en effet, qu'il faut quand même être conscient. C'est un peu à chaque fois, il y a ce sujet de l'ombre du leader. Et bien, il y a aussi l'ombre du RH. C'est qu'est-ce qu'on renvoie aux autres. Ouais. Je suis assez d'accord avec vous. C'est ce qui fait toute la particularité des collaborateurs qui évoluent dans la fonction ressources humaines. C'est cette position qui est quelque part un peu intermédiaire et qui fait que tu parlais tout à l'heure, Édouard, posture collaborateur, salarié, mais aussi représentant de la direction. Et pour le coup, il faut être capable de jongler avec les deux. Et donc en matière d'éthique, je crois que voilà, c'est cette notion d'exemplarité que tu disais, Richard, et, en tout cas, à mon sens, doit être encore plus forte dans la fonction RH que dans d'autres fonctions. Et je vais rajouter un dernier mot, Damien, là-dessus. Quelque chose un clou que j'essaye d'enfoncer à longueur de temps avec mes apprenants, c'est que ça provient réellement de notre intention. Quelle est l'intention d'Edouard quand il va à cette réunion des top financiers d'Airbus et qu'il leur dit, mais est-ce que vous avez pensé à votre prédictibilité, etc. Son intention, c'est une intention vertueuse d'ajouter de la valeur, de contribuer à quelque chose de positif. Et donc, dès lors que l'on vient à notre job le matin avec une intention positive de contribuer, d'ajouter de la valeur et non pas de se faire valoir ou de posturer, hein, de se positionner individuellement, mais inévitablement, c'est perçu aussi, que ce soit par les managers, les salariés, les gens, ils voient à travers. Hein, l'être humain est instinctif et intuitif, donc on peut lui raconter ce qu'on veut. L'intention qui fait partie quelque part de l'éthique de vertu est extrêmement importante. Merci à tous les deux.
Merci Edouard pour t'être prêté au jeu des questions de Richard. Merci à toi Richard, toujours pour l'excellence de la mise en perspective du sujet, puis ensuite ta capacité à rebondir hein, sur les propos de nos invités. On se donne rendez-vous dans 2-3 mois pour une prochaine masterclass à tes côtés. Edouard, bah, tu es toujours le bienvenu à l'IGS en tant qu'ancien alumni. Ça fera un grand plaisir si tu viens nous revoir sur Bingen. Je vois que tu vois Richard sur Toulouse, mais sache que sur le campus formation continue à Paris, tu es le bienvenu. Et puis, ben, voilà, tous nos invités du jour, à tous les présents du jour, merci pour l'attention de cette participation, cette masterclass. On vous dit à très vite sur un prochain événement IGS Formation Continue. Et puis, bah, je crois qu'à 12h32, on peut se souhaiter un bon appétit à toutes et à tous. Ça marche? Très bien. Merci à tous. Et merci Damien et Richard. Et Adèle aussi pour un peu merci Adèle, oui, tout à fait. Merci. Voilà. Salut tout le monde. Voilà. Bonne merci journée. à toi, Edouard. Merci, Au Damien. revoir. Merci, Adèle. Au revoir, tout le monde.